Bonjour Tom. Bonjour Christelle. Voici le 10e SITREP. Oui, déjà. On est le 15 octobre et j'ai lu donc le texte préparatoire à l'émission d'aujourd'hui et le moins qu'on puisse dire c'est que les choses continuent de se dégrader et avec une forte possibilité que les forces armées de la République de Donetsk passent à l'offensive prochainement pour faire taire les bombardements qui deviennent enfin, par définition un bombardement est outrancier déjà, même s'il est limité. Là on dépasse, on est proche de dépasser les limites absolues. Oui, donc là, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé 2060 fois le cessez-le-feu. Donc là, on est de nouveau à plus de 50% de plus par rapport à la semaine précédente, dont 1598 fois avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk, soit 77% des bombardements, là aussi en augmentation. Donc Ouais. on continue l'escalade. Ces tirs ont concerné 28 localités de la ligne de front, donc en gros ça a couvert tout du nord au sud de la République populaire de Donetsk. Ces bombardements ont fait 6 morts, dont un civil, et 10 blessés, dont 5 civils. Donc là, on continue aussi au niveau dégâts et victimes, on continue toujours de plus en plus. Ces attaques donc ont été menées par l'armée ukrainienne. Il y a eu 3 attaques cette semaine qui ont été menées pour tenter de percer ou de contourner les positions de l'armée de la République populaire de Donetsk. Une de ces attaques près de Kominternovo, dans le sud donc de la République populaire de Donetsk, menée par des mercenaires géorgiens et polonais, a été un véritable désastre. Ils ont eu au moins 15 morts et plus d'une trentaine de blessés. Mais bon, cette attaque a quand même fait 2 morts parmi les soldats de la République populaire de Donetsk. Ouais. Dont l'un qui était d'ailleurs connu des volontaires français qui avaient servi à ses côtés et qui seront donc présents à son enterrement qui a lieu demain. Une partie d'ailleurs des bombardements dans cette zone du sud de la RPD n'ont pas été enregistrés par l'OSCE, qui a purement et simplement refusé de le faire en violation totale de son mandat. Donc on continue les conneries de l'OSCE. Voilà. Plus ça va, plus on se demande à quoi ils servent en réalité, surtout quand on voit leur silence face à l'arrivée sur le front de nouveaux équipements militaires et de snipers étrangers du côté ukrainien. Là ça s'appelle de la complicité passive, à ce niveau-là. Pour pas dire autre chose. Oui. L'armée ukrainienne qui a, lors de ces bombardements, d'ailleurs, touché de nouveau un poste d'observation du centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, toujours dans le sud de la République, près de Novo-Azovsk. Donc voilà, ils s'en prennent aux civils, aux observateurs chargés de surveiller le cessez-le-feu, tout va bien. Donc ces attaques et violations répétées ont entraîné un nouvel ultimatum de la part d'Edouard Bassourine, cette fois, exigeant que ces attaques cessent, faute de quoi, effectivement, l'armée de la République populaire de Donetsk répondra de manière adéquate à de telles manœuvres. Ça a juste divisé par 2 les violations la nuit d'après, mais ça les a pas fait cesser totalement. Et ensuite, ça a repris dans l'augmentation. Donc on peut craindre désormais une escalade allant crescendo, sauf si la communauté internationale et surtout l'Allemagne et la France se bougent et exigent de l'Ukraine qu'elle respecte le cessez-le-feu. Donc on espère que la réunion qui est planifiée pour le 19 octobre aura lieu et qu'elle va donner quelque chose, parce que sinon là je pense qu'on va aller vers le crescendo jusqu'à l'explosion finale. Et puis alors là, il sera un peu tard pour venir pleurer à la contre-attaque de la République populaire de Donetsk et à celle de Lugansk. Puisque côté Lugansk, c'est aussi pareil, il y a une augmentation des attaques. Donc là, il serait vraiment temps que les garants des accords de Minsk fassent leur travail. Cela dit, je crois que tu vas nous préciser tout ça. Il me semble que pour la première fois, François Hollande a ouvert sa bouche, mais je te laisse dire le reste, parce que là, c'est pas brillant.
Ouais, donc Kiev, donc qui a amené de nouvelles troupes, entre autres du régiment Azov et des mercenaires étrangers près de la ligne de front, ainsi que des armes lourdes, chars d'assaut, canons d'artillerie automoteur de 122 mm Gvozdika, des dizaines de véhicules de combat d'infanterie et de véhicules de transport de troupes blindés, des camions remplis de munitions, et à Novognatovka, à 7 km de la ligne de contact, ce sont même 4 systèmes anti-aériens Buk M1 qui ont été détectés. Ouais, t'as bien entendu. Alors que l'armée de la République populaire de Donetsk n'a aucun avion militaire, l'armée ukrainienne a amené près du front des armes de défense antiaérienne, les mêmes qu'elle prétendait ne plus détenir en 2014 après le crash du MH17, prétextant les avoir toutes vendues à la Géorgie. Tiens, c'est marrant, elles disparaissent puis elles réapparaissent, ces armes. C'est Majax là-dedans, enfin, c'est magnifique. L'Ukraine, voilà, c'est un pays de magiciens. On fait disparaître des armes puis après on les fait réapparaître par magie. Hop. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que, si tu me permets, c'est quand même inquiétant parce que, comme tu disais, les deux républiques ne possèdent aucun aéronef, hein, et que par conséquent, ces ustensiles, hein, qui ne sont pas faits pour faire des glaces à la menthe, hein, sont très probablement présents maintenant à côté du front pour empêcher une éventuelle intervention russe aérienne. Je ne vois aucune autre raison de leur présence dans ce secteur. C'est clair que c'est vraiment très bizarre. D'ailleurs, au rayon aérien, cette semaine a aussi été marquée par la réapparition des hélicoptères de combat de l'armée ukrainienne sur la ligne de front. Hein, c'est peut-être pour ça qu'ils ont un petit peu peur d'une intervention de la Russie, parce que là, ils ont ressorti l'aviation, en violation totale des accords de Minsk, puisque les accords de Minsk excluent non seulement l'usage de l'artillerie et des mortiers lourds, mais aussi de l'aviation et des hélicoptères de combat. Le ministère de la Défense de la RPD avait signalé à plusieurs reprises depuis quelques semaines le rapprochement de la ligne de front de ces hélicoptères. Cette semaine, donc l'armée ukrainienne a décidé de les utiliser à nouveau après plus d'1 an et demi d'arrêt, hein, puisque en 2014 et tout début 2015, on rappelle que les avions de chasse et les hélicoptères de combat et de transport de l'armée ukrainienne se sont fait abattre par les républiques populaires. Donc depuis ils avaient arrêté de les utiliser parce que il en restait 3 qui se battaient en bataille. Bon là ils ont décidé de les ressortir des hangars et bien mal en a pris à l'Ukraine. L'hélicoptère utilisé lors d'une attaque contre les positions de l'armée de la RPD a été touché par les soldats de la République et a été, s'est craché, s'est posé en urgence dans la zone de Krasnogorovka en face de Staromikhaïlovka, donc en zone occupée par l'armée de Kiev. La zone est à présent bouclée, mais le ministère de la Défense a indiqué que cet hélicoptère contenait des instructeurs de l'OTAN. Oh, mais qu'est-ce qu'ils fichaient là, ceux-là? Hein? C'est pas vraiment leur place. C'est vraiment hallucinant. On arrive à un point, ils se cachent même plus. Ils se cachent même plus. Là, donc leur présence en plus lors d'une attaque à peine 1 mois après que 11 commandos canadiens soient repartis au pays dans des cercueils après une autre de ces attaques amène à se poser quand même 2-3 petites questions. D'abord, qu'est-ce qui se serait passé si ces instructeurs étaient morts lors de cette attaque? Est-ce que l'OTAN aurait pris ce prétexte pour s'impliquer de manière plus ouverte dans ce conflit et tenter une confrontation directe avec la Russie dans le Donbass? C'est une possibilité, oui. C'est quand même là on se pose des questions. Donc là ils ne font pas que les former sur les terrains d'entraînement loin à l'arrière du front. Maintenant ces hommes de l'OTAN, donc ces commandos canadiens et maintenant ces instructeurs se retrouvent à mener des attaques. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et après, ça vient chialer sur l'implication russe en long, en large et en travers dans les médias mainstream occidentaux. Bon, les gars, faudrait être cohérents 2 secondes. Oui. Et évidemment, une présence russe dans le Donbass, sans aucune preuve matérielle, photographique, satellitaire. Ou sauf fabriquée, hein. Oui. Voilà, comme un charmant reportage qui a été diffusé par France 24 hier d'une soi-disant journaliste, moi j'appelle ça comme ça, Yelena Voloshin, qui nous a pondu là, je crois, un des pires torchons vidéo que j'ai jamais vu. Là, elle s'est hissée au même niveau que la chaîne ZDF dont on parlait la semaine dernière, là, qui avait trafiqué un reportage sur la présence de l'armée russe dans le Donbass en embauchant un chômeur alcoolique de Kaliningrad pour jouer un soldat de l'armée russe présent dans le Donbass. Bon, là, on s'est hissé quasiment au même niveau. Traficage de discussions audio, coupées et remontées pour raconter autre chose. Mensonges éhontés.
les images prises d'une manière à être complètement trafiquées, vraiment la totale. Donc là, je suis en train de préparer un debunking de cette vidéo. On mettra le lien vers la vidéo de debunking dans la description du site REP. Bien sûr. Ceci est vraiment un des trucs les plus honteux, je pense, du journalisme français. Je pense que depuis Radio Paris, on n'avait pas atteint un tel niveau de propagande et de désinformation. On a quelque chose d'équivalent en Syrie aussi. Oui. Mais là, c'est vraiment extrêmement grave. France 24 qui appartient quand même à l'État français et on cautionne des méthodes dites de propaganda Ableitung. Bon, là, je sais plus ce qu'il faut faire pour prouver aux gens que dans les médias mainstream, c'est la désinformation qui règne en ce qui concerne le Donbass comme la Syrie. Mais là, on a des très belles preuves parce que manque de chance pour elle. J'étais avec elle le jour où elle a filmé sur position cette fameuse conversation qu'elle a complètement bidouillée, et donc et en plus elle m'a impliqué dans sa cochonnerie, et elle a impliqué l'agence d'Oni Press. Donc ça passe pas du tout. C'est un truc que nous ne tolérons pas, c'est la diffamation et le mensonge et la désinformation. Et donc désolé pour Yelena Voloshin, mais là ta réputation en ligne elle est cramée. Oui. Peut-être que finalement elle traîne un certain nombre de casseroles, ça en ferait une de plus, un petit peu plus de bruit, voilà. En tout cas, il n'y a aucun problème, on va relayer cette vidéo de debunking. Ça va être joyeux, il faut faire, c'est très très important pour rétablir les faits. Rétablir la vérité et montrer que la désinformation elle se situe pas là où beaucoup de gens pensent qu'elle est. Donc voilà. Donc suite d'ailleurs à ces attaques qui se sont donc multipliées, l'armée de la République populaire de Donetsk a procédé à 2 jours d'exercice intensif afin de mieux se préparer à faire face à de telles attaques, mais aussi à contrer les actions des groupes de sabotage reconnaissance ennemie dont on avait parlé la semaine dernière. Donc là, ils ont surtout travaillé la coordination avec les autres ministères et services de la République, comme le ministère des situations d'urgence ou le ministère de l'Intérieur. Donc le but, c'est d'arriver à des actions beaucoup plus coordonnées face à de telles attaques. Donc, si on regarde maintenant tout ce qui est situation politique, accord de Minsk, concernant les prisonniers qui sont détenus par la junte de Kiev, les nouvelles ne sont pas bonnes. Oui. On a reçu des nouvelles de l'un des démineurs de la République populaire de Donetsk qui avait été capturé en juin 2016 près de Chirokino, donc de nouveau dans le sud de la République. Pour rappel, pour ceux de nos auditeurs qui ne le savent pas, le 27 juin, l'armée ukrainienne a tiré à l'artillerie sur les environs du village de Chirokino dans le sud de la République populaire de Donetsk, où une équipe procédait au déminage de la zone en coordination avec l'OSCE. Donc il y avait un accord de déminage qui avait été conclu sous le patronage de l'OSCE, ciblant des zones prioritaires à déminer. Donc les équipes de l'armée de la République populaire de Donetsk travaillaient à ce déminage très près de la ligne de front. Donc lors de cette attaque à l'artillerie, 2 démineurs avaient été tués, 8 blessés, avaient été capturés en fait par l'armée ukrainienne. Ils avaient été commotionnés par le bombardement, oui. Et donc ils avaient été capturés. Et juste après, des vidéos diffusées par le SBU avaient déjà montré des signes de torture évidents sur ces hommes. Ils avaient des marques sur le visage, ils avaient l'air à moitié hébétés, ils cherchaient leurs mots. Et là, on a eu donc des nouvelles un peu plus récentes de l'un d'entre eux. Oui. Il y a la médiatrice de la République populaire de Donetsk chargée des droits de l'homme, Daria Morozova. Donc une personne a contacté le bureau de Madame Morozova et a indiqué que Ruslan Olegovich Andrievski, surnom Russia, avait été admis dans un état grave dans le service des soins intensifs d'un hôpital de Mariupol. Cette personne a ajouté donc il y a 3 jours, l'unité de déminage détenue illégalement avait été amenée au SBU à Mariupol et laissée là toute la nuit. Et la nuit d'après, Ruslan Andreevski avait été amené à l'hôpital alors que les autres démineurs ont été amenés à la prison numéro 7. Donc Daria Morozova a déclaré qu'après avoir été passée à tabac, Russia a eu la rate éclatée et plusieurs côtes cassées. Elle a lancé un appel au bureau de l'ONU chargé de surveiller la situation des droits de l'homme afin qu'ils agissent contre ces tortures pratiquées sur des citoyens de la RPD détenus illégalement par l'Ukraine. Donc voilà, encore une preuve de plus que l'Ukraine et les droits de l'homme, ça fait 15. Oui. Oui. Voilà.
Donc, comme je disais plus tôt, là, les seuls espoirs d'amélioration que nous avons reposent, mais sans grande illusion ni naïveté, sur la réunion qui doit avoir lieu à Berlin le 19 octobre entre les pays du format Normandie, si cette réunion doit avoir lieu. Ouais. Il y a encore beaucoup d'interrogations à ce sujet, surtout après l'annulation de la visite de Vladimir Poutine à Paris. Ouais. Donc, on s'attend à ce que cette réunion soit aussi potentiellement annulée. Et c'est pas joyeux, hein, c'est pas joyeux. Non, pas du tout. Si on continue d'ailleurs sur le sujet des droits de l'homme, une organisation de défense des droits de l'homme ukrainienne vient de sortir un rapport dans lequel elle dresse un premier bilan de l'année 2016 concernant la situation des journalistes en Ukraine. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas brillant. Avec un meurtre, 26 attaques de journalistes qui ont été recensées, auxquelles il faut ajouter 79 cas d'obstruction à leur travail et 7 cas de censure. Voilà, et certains continuent de nous dire que l'Ukraine est en bonne voie vers la démocratie. Je ne sais pas vers quoi elle est en bonne voie, mais au secours. Ça veut dire qu'il y en a qui ont des lunettes fumées en pleine nuit. Ou qui consomment des substances illicites ou qui fument la litière du chat. C'est possible aussi, la pauvre bête qui se retrouve sans litière. Voilà. Donc, bon. Pendant ce temps-là, Kiev, donc tu l'avais évoqué, Kiev s'est payé la gueule de Mimolette, donc notre cher président français, parce que suite au manquement de Kiev à ses obligations concernant les accords de Minsk, qui sont devenus tellement évidents que même François Hollande n'a pas pu se faire l'économie d'un appel aux autorités ukrainiennes afin qu'elles respectent même un petit peu les accords dont la France est garante. Oui. Dans un éclair de lucidité ou de courage temporaire, François, as-tu retrouvé tes couilles ? François Hollande en effet déclaré devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je le dis tout net, les progrès sont trop lents et nous devons avancer sur les conditions politiques et sécuritaires qui permettront d'obtenir le plus rapidement possible, comme les accords de Minsk le prévoient, des élections à l'est de l'Ukraine selon la loi ukrainienne et dans le respect des critères internationaux. Bon, c'est un camouflet pour les autorités ukrainiennes qui essaient de faire croire depuis 2 ans qu'elles appliquent les accords de Minsk sans avoir mis en œuvre un seul point de ces accords depuis leur signature. Et la réponse de la part des autorités ukrainiennes ne s'est pas fait attendre et elle est claire comme de l'eau de roche. C'est le ministre ukrainien de l'Intérieur Arsen Avakov qui s'est fendu d'une réponse cinglante. Donc François Hollande, veut des élections dans le Donbass immédiatement après le cessez-le-feu et le retrait des troupes. Le président français est trop ambitieux. D'abord, les propos du ministre des Affaires étrangères Hérault lors de sa visite en Ukraine. Maintenant, le président Hollande. Il a ensuite exigé que le président français cesse de dicter sa conduite à l'Ukraine. Et je vous le dis, monsieur Hollande, ne vous avisez pas de nous dire ce que nous devons faire. Et pas dans ta face. En clair, ils n'ont pas l'intention de respecter les accords de Minsk, garant ou pas ces mêmes accords. En gros, tais-toi, ta gueule, on fera ce qu'on voudra, ou plutôt ce que les États-Unis veulent. Donc là, Hollande vient de passer définitivement pour un débile. Je veux dire, là, se faire remettre à sa place sans réaction de sa part par le ministre de l'Intérieur ukrainien. Là, je crois qu'on a touché le fond. En plus, le plus cynique dans cette affaire, c'est que la France a certainement participé financièrement à la tentative de sauvetage économique de l'Ukraine. Donc ce genre de réponse, même si elle est faite à l'adresse d'un président qui est discrédité, elle concerne aussi tous les autres Français qui ont dû sortir de l'argent de leur poche. Ont payé par leurs impôts le maintien de l'Ukraine la tête hors de l'eau. C'est ça. Donc on appréciera à quel point les Ukrainiens en ont quoi que ce soit à faire de la vie des Français qui pourtant financent l'Ukraine désormais en remplacement de la Russie depuis que le Maïdan a eu lieu. Donc voilà. En parlant de français, donc je rappelle que le groupe de visiteurs français arrivera demain, que nous ferons donc des rapports réguliers de leurs différentes visites sur les réseaux sociaux tout au long de leur semaine. Et passant toute la semaine en leur présence étant leur guide, le site web de la semaine prochaine aura un jour de retard. Il sera fait le dimanche au lieu du samedi. Voilà. Sans aucun souci. De toute façon, l'important c'est que les Français qui viennent dans le Donbass puissent voir de leurs propres yeux ce que les médias français se gardent bien de nous dire. Voilà. Sans bidouillage, sans retouche, sans tous ces procédés absolument détestables et haïssables. Bref. Tout à fait. Voilà.
Je ne sais pas si tu as des questions suite à ce site rep ou des remarques. Non, 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 aucune qui ne me vienne à l'esprit à l'instant. Donc je te remercie, Christelle, de nous avoir donné donc cet aperçu de ce qui se passe depuis une semaine dans le Donbass. J'espère évidemment depuis la France que quelque chose va se passer pour que cette escalade soit stoppée, mais je pense que tu es mieux placé que moi pour te rendre compte que malheureusement Pour l'instant, c'est pas parti pour. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est pour ça que mes derniers mots seront mes encouragements pour toi et toute ton équipe de Nipress, et puis les gens du Donbass, les civils du Donbass, les forces armées du Donbass qui défendent leurs terres, qui défendent une liberté, une vraie liberté. Voilà, donc, courage. Merci, Tom. On se retrouvera la semaine prochaine avec un petit jour de décalage pour voir quelle est la suite de la situation. Voilà. Courage et prudence. Surtout. Toujours. Merci. À bientôt, Tom. Christelle. À bientôt, Tom. Bonne soirée. Merci. Au revoir.